Je travaille avec mon ex. On sent qu'il va y avoir à la fois des opportunités, à la fois des grosses difficultés à gérer au quotidien. Alors comment fait-on? Comment est-ce qu'on s'organise? A-t-on face à nous une reconquête traditionnelle? Voilà les questions qui vont guider notre raisonnement et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com. On se retrouve aujourd'hui, comme tous les jeudis, à 17 h pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, une thématique qui n'a jamais été abordée en profondeur. Il y a une raison à ça, c'est que j'estime que la situation ne va pas profondément changer la manière dont nous devons nous comporter, mais le questionnement étant présent, bien évidemment, je me permets d'y répondre aujourd'hui, à savoir l'idée de travailler avec son ex. Comment est-ce qu'on gère cette situation? Parce que très rapidement, quand on se dit qu'on va potentiellement revoir son ex au quotidien ou en tout cas de manière fréquente, bien on voit le lot de problématiques que cela peut poser au niveau de l'attitude, au niveau de la communication, au niveau des potentiels conflits, puisque on sait très bien que quand on travaille avec quelqu'un, il peut y avoir des points de désaccord. Et puis de l'autre côté, la notion d'opportunité qui va être présente, en tout cas beaucoup plus que, et c'est une évidence, si on habitait à des milliers de kilomètres. Donc pour répondre à la problématique du comment me comporter au quotidien dans ce genre de situation, deux axes de travail aujourd'hui nous sont proposés, deux idées sur lesquelles réfléchir, des comportements à mettre en place et sans plus tarder, on va plonger ensemble dans ce contenu avec la première de ces idées, à savoir la capacité, très clairement j'entends là la nécessité, à compartimenter. Ce que j'entends par là, c'est cette volonté, nécessité donc à compartimenter votre vie privée avec votre vie professionnelle. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, ce qui s'est passé dans votre relation reste dans le domaine privé. Ça ne va pas regarder vos collègues, ça ne va pas regarder votre chef, vos investisseurs ou que sais-je, quel que soit le type de situation dans laquelle nous sommes. Petit aparté d'ailleurs pour vous dire que cette vidéo va se vouloir relativement générale. Donc forcément, sous l'égide de l'idée de travailler avec son ex, on va avoir une multitude de situations, du fait d'avoir lancé son entreprise avec son ex et d'être uniquement deux dans un bureau contigu, jusqu'à celui de travailler pour la même filiale et de pas forcément se voir directement ou même d'être le responsable l'un de l'autre, etc., etc. Donc pour faire le plus classique possible, pour essayer d'englober le plus de situations possibles, l'image de base que je vais prendre, ce sont deux personnes qui travaillent dans la même entreprise, potentiellement dans le même service, qui vont avoir à discuter l'un avec l'autre de manière professionnelle donc, et qui vont se voir un peu plus souvent que juste à la machine à café et au réfectoire, qui vont donc avoir cette opportunité d'évoluer l'un avec l'autre au quotidien sans non plus être l'un sur l'autre. Donc en espérant que ça corresponde plus ou moins à vous qui avez lancé cette vidéo. Et puis autrement, les idées restent applicables, bien évidemment, vu que, comme je viens de le dire, le raisonnement est relativement général. Donc une capacité à compartimenter, à comprendre que dans le domaine professionnel, tout le monde le sait, ce qu'on appelle le masque professionnel est quelque chose d'extrêmement présent. On sait tous que lorsqu'on va au travail, on ne peut pas avoir la même personnalité, les mêmes réflexes, le même discours, peut-être même potentiellement le même registre de parole que lorsqu'on est à la maison, lorsqu'on est avec ses parents, lorsqu'on est avec ses amis, lorsqu'on sort, lorsqu'on est dans un stade de foot ou je ne sais quoi. On adapte son vocabulaire bien évidemment et aussi son attitude globale. Et ça, on le voit dans énormément de domaines. Je pense que l'un des plus réels, l'un des plus stigmatisés par cette nécessité-là, c'est le domaine de la vente, du service en tout cas, puisque le vendeur, le serveur qui va se retrouver dans un magasin face à un client qui, on va l'appeler tatillon, pour pas dire brise-noix, va être dans l'obligation d'avoir un sourire, d'avoir un certain dynamisme, d'être force de proposition, d'être agréable, alors que parfois on est quand même littéralement en train de se faire piétiner. D'ailleurs moi ça me rappelle une situation que j'ai vécue, je ne sais plus quel âge j'avais, une vingtaine d'années, mais j'avais comme petit boulot, je travaillais dans une
une chocolaterie, enfin un magasin qui vendait du chocolat de luxe, et donc des clients un peu pompeux, voilà, hein, des gens qui avaient les moyens, hein, et la grosse problématique, bah justement, elle était axée pour nous sur la nécessité d'avoir un sourire. Et quand je vous dis que c'était une nécessité, c'est que j'avais même un coach sourire. J'avais un mec qui faisait son boulot, hein, à côté, il vendait aussi, mais qui dans les premières semaines avait comme obligation de nous regarder. Alors il y en avait plusieurs, moi j'en avais un en particulier, et il devait étudier ma propension à sourire et puis si je souriais bien. Donc vous imaginez la pression, quoi, hein, quand tu as quelqu'un face à toi d'un peu aigri, qui n'a pas le temps pendant les fêtes de Noël, qui vient et il n'y a pas l'œuf en chocolat qu'il voulait acheter, il n'y a plus cette collection, il n'y a plus ce truc, et que tu t'en prends plein la tronche et qu'on te dit que tu es un moins que rien et que toi tu es là avec ton sourire. On sait que c'est pas évident, mais on sait aussi que c'est une réalité, c'est une nécessité, et c'est une nécessité qui ne va pas changer dans ce genre de situation, tout simplement parce que on comprend très rapidement que ce n'est pas aux gens qui sont autour de vous de porter votre douleur, et puis parce qu'on comprend que va y aussi potentiellement avoir des conséquences néfastes pour vous en termes d'image, en termes de performance, etc., etc. Que ce soit d'ailleurs une idée où vous êtes incrusté dans une hiérarchie et vous avez des gens au-dessus, des gens en dessous, on comprend que l'image est importante, ou que vous soyez vous-même chef d'entreprise, parce que la productivité de votre travail est quand même relativement importante si vous espérez avoir un futur dans les termes professionnels. Donc on comprend que l'attitude globale à adopter va être une attitude professionnelle. Et quand on est professionnel, l'aspect, peut-être pas sourire partout, hein, j'imagine bien quand on travaille aux pompes funèbres, c'est pas forcément le plus traditionnel, on va dire, mais il y a quand même cette idée d'un grand respect envers vos collègues et évidemment envers votre ex, parce qu'on veut dédramatiser la situation. Donc on va avoir envie de casser ce statut personnel de ce relationnel là, donc on va avoir besoin d'une attitude focalisée sur votre travail, focalisée non pas sur la personnalité que vous avez face à vous, mais sur son statut. À partir de là, bien évidemment, alors évidemment, hein, on va enfoncer des portes ouvertes, mais ça veut dire qu'on évite d'éviter l'autre, on évite de se cacher dans son bureau, on évite de pleurer dès qu'on le voit, on évite d'aller en parler à des gens, de chuchoter à l'oreille d'eux quand l'ex passe, etc. On veut véritablement quelque chose de serein et de sain. Alors c'est pas forcément évident, on est bien d'accord, hein, parce que y a une grande douleur juste après une rupture amoureuse, c'est une évidence, mais encore une fois, c'est pas à votre environnement d'en supporter le poids, et dans ce cas-là, vaut mieux prendre quelques jours de vacances pour se retaper un peu et reprendre un petit peu du poil de la bête, que de tout de suite retourner au travail si on sait que de juste voir la personne va nous mettre dans un état d'esprit et dans un état peut-être même physique qui va pas correspondre aux nécessités qui sont requises pour accomplir votre travail. Le côté très positif de tout ça, c'est que le déplacement du focus va être relativement naturel, hein. Je veux dire, vous avez des dossiers à traiter, des choses à aller chercher, je ne sais pas ce que vous faites comme boulot bien évidemment, mais il va forcément avoir des prérogatives à remplir, du temps en action qui va être passé, sans forcément se soucier de la personne que vous avez face à vous. Ça veut dire aussi que cette compartimentation va vous pousser à, si vous vous adressez à votre ex, comme vous l'avez compris, je me répète, mais vaut mieux plutôt le dire deux fois qu'une, rester dans le domaine professionnel avec ce sourire, etc., etc. Ça veut dire du coup que vous n'allez pas essayer de chercher le contact à tout prix, hein. Vous n'allez pas l'appeler sur sa ligne professionnelle pour trouver des excuses bidons en vous disant le dossier de Madame Martin, alors que ça fait 3 jours qu'il est terminé, le dossier de Madame Martin, qu'il est en dessous de la pile, qu'on n'en a plus besoin, hein. Vous n'allez pas lui rappeler toutes les problématiques, vous n'allez pas le ou la coincer à la cantine une fois que tout le monde est parti pour discuter, voilà, tout ça on va complètement éviter, l'aspect relationnel. Maintenant, ça n'empêche pas du tout de se dire que on parle souvent dans la reconquête amoureuse, en tout cas moi j'en parle et j'en parle tout le temps avec vous, de ce qu'est la fibre, hein. La fibre, c'est tout ce qui vous rapproche et qui va vous permettre de communiquer. Bon, quand on bosse ensemble, il y a quand même des gens autour de nous, il y a quand même effectivement des dossiers à traiter, on va prendre ceux qui sont encore ouverts, il y a des prérogatives qui évoluent, hein, un nouveau système informatique dans la boîte, l'arrivée de nouvelles directives, que sais-je, et qui vont vous permettre justement
de passer sur la deuxième idée qui va être la création de mouvements. Revenons à la compartimentation pour être très très clair et très très concret, parce que je sais que parfois je suis un peu plus dans l'intellectuel que dans le concret. Ça veut dire que quand on arrive au bureau, on dit bonjour à l'autre, alors on ne se jette pas dessus en lui faisant la bise à tout prix, etc. On a quand même un outil fantastique hein, quand on travaille avec la personne qu'on a face à nous, c'est son non-verbal. Et on sait que 80 à 90%, selon les grands experts de la communication non-verbale, mais du dialogue passe par le non-verbal. Vous allez donc voir à peu près où la personne se situe. Si elle se faufile dans les couloirs, vous fuit, qu'elle a le regard qui s'échappe, etc., etc., on se dira qu'effectivement, c'est peut-être pas le bon moment pour être dans un grand dynamisme et notamment utiliser le système crise dans la communication à l'extérieur. Maintenant, si vous voyez que la personne essaye plus ou moins, elle aussi, de se contenir et de gérer la situation et pourquoi pas se laisse aller à vous écouter, à échanger avec vous et à des traits d'humour, dans ce cas-là, effectivement, la légitimité revient au galop, sachant que axé sur les évolutions du travail en termes de fibres, toujours avec cette idée de légèreté, c'est quand même une idée qui me paraît plutôt intéressante et que je vois extrêmement souvent, des gens qui bossent au même endroit et qui plaisantent sur leur boulot, sur les collègues, ça paraît d'une évidence absolue, très clairement. Donc tout ça va nous permettre finalement de créer du mouvement. Et le mouvement, je veux dire, il est stimulé par des choses très très simples, par une attitude ouverte, se dire que dans cet environnement, parce que c'est un environnement qui est en mouvement, oui, il y a des règles, oui, il y a beaucoup de choses à faire et il y a une nécessité de bosser, mais derrière, il y a toute une vie, il y a la vie sociale à l'entreprise, propre à l'entreprise, et ça va quand même vous permettre de créer pas mal de choses, parce que foncièrement, vous êtes présent au même endroit que votre ex, et on se dit bien qu'il va y avoir des temps de création de mouvements naturels. Il y en a 2 dans une journée, il y a le repas du midi, parce que la plupart des gens se déplacent de leur entreprise ou vont dans le restaurant d'entreprise selon comment ça se passe. Et puis derrière, avec les problématiques qu'on sait, un dîner aux chandelles avec votre ex entre 2 rendez-vous, on sait que ça va être compliqué. Rien que le fait de s'asseoir l'un face à l'autre et de discuter, c'est pas terrible parce qu'il va manquer de mouvement, etc. Mais on a cette opportunité, je sais pas, d'aller faire une balade. Personnellement, moi, c'est la première fois de l'année que je dépasse les 15 degrés. Devinez quoi, on sort, on se met dehors, voilà. Il y a ces possibilités environnementales qui sont présentes. Et puis, il y a la fin de journée. Et à la fin de journée, il y a le moment où on rentre chez soi, mais il y a le moment aussi où on peut faire parler une spontanéité totalement naturelle. Et des exemples comme ça, il suffit de réfléchir un peu à votre situation personnelle. Je ne sais pas, vous avez un chat en commun, vous venez d'apprendre que le chat est diabétique, ouais, je pars loin dans mes idées, dans mes exemples, et vous allez chercher les croquettes du chat après le passage chez le vétérinaire. Et tout simplement, là, vu que la semaine prochaine, c'est votre ex qui garde le chat, on va lui dire que, tiens, moi je vais à tel endroit chercher les croquettes, si tu veux venir, n'hésite pas, comme ça tu verras la marque, tu verras machin, tu verras truc. On vous dit oui, bon, on est en mouvement, on va pouvoir plaisanter autour du chat, en disant qu'il va falloir éviter tel type d'aliments. On est en tout cas en train de faire quelque chose avec un but commun, avec du sourire, avec des choses qui sont relativement simples mais qui permettent d'entretenir la légitimité. Et puis si on nous dit non, toujours les mêmes idées, on va y aller chercher les croquettes du chat et puis les prendre en photo, et pour peu que le paquet soit rouge, dire attention à pas confondre avec les froliques parce que sinon le chat il va être raide demain matin. Bon, on est dans quelque chose de très simple là encore, on continue d'entretenir cette légitimité, et ce mouvement là, on comprend bien qu'il est un peu plus difficile à organiser si on est donc à des centaines de kilomètres, ou si même on habite dans la même ville et que c'est entre guillemets notre première idée de rendez-vous. Ah tiens, je vais chercher les croquettes du chat, est-ce que tu viens? Non, que si on part du même endroit et qu'on va au même endroit, il y a ces possibilités qui sont beaucoup plus simples. Et puis derrière, j'ai envie de dire encore une fois, jouons de notre environnement, je ne le répéterai jamais assez. Il y a des mouvements sociétaux, et là j'entends professionnels, qui se créent avec les nécessités ou les tendances à l'intégration. On voit souvent des collègues aller faire des choses ensemble parce qu'il y a cette volonté d'échanger, parce que ça relève du team building, etc., etc. Moi je sais que quand je travaillais au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, il y avait 2-3 avocats avec qui je m'entendais extrêmement bien. C'était plutôt marrant parce que notre
comment ça s'appelle, le président de cette administration supportait pas qu'on mélange les torchons et les serviettes, et clairement j'étais le torchon. Donc on organisait nos petites réunions autour du sujet qui nous passionnait, parce qu'on est tous fans du même club de foot. Donc entre midi et 1h, midi et demi, on avait cette petite réunion, c'était pendant la période des transferts, où on parlait des joueurs machin, et puis pas à chaque match, mais de temps en temps, on allait se faire un match au Parc des Princes, et c'était plutôt marrant d'ailleurs, parce qu'on le voyait là, le masque professionnel, la nécessité sociétale, parce que dans les bureaux, quand on se croisait et qu'il y avait un chef ou machin, etc., moi j'étais obligé de faire des courbettes, j'étais obligé de les appeler maîtres, quoi. Alors qu'en dehors, parfois le soir, on allait boire des bières ensemble, et que là, tout à coup, c'était le prénom, et on déconnait, il n'y avait plus la petite robe, hein, tout à coup. Donc c'était à la fois frustrant, parce qu'il y a ce code sociétal qui est présent et qu'on doit faire attention à ce qu'on dit, à la manière dont on se comporte. Mais ça, j'ai envie de dire, ce sont les prérogatives professionnelles. Et puis derrière, il y a la capacité de mouvement. Alors vous allez me dire, c'est plus facile d'inviter un pote avocat que mon ex, bien évidemment, mais il y a potentiellement moins de fibres avec cette personne qu'avec la personne que vous avez face à vous. Grosso modo, on veut se comporter de la manière la plus naturelle, la plus sensée possible. Quand on va au bureau, on doit être dynamique, on doit être personne veut du collègue qui s'enferme dans son bureau, qui parle à personne, qui part, si on finit à 17h, à 16h58, qui dit jamais où il va, qui dit à peine bonjour, qui propose jamais un café. On veut véritablement que vous traitiez votre ex comme un collègue ou une collègue absolument lambda, et qu'en plus vous puissiez vous dire que ces petits mouvements tout simples qui vont donc la plupart du temps relever de la fibre, vous pouvez très bien les créer avec lui ou avec elle. Je sais pas, vous faites une soirée bowling ou karaoké avec les collègues, ça vous coûte absolument rien de le dire au moment de partir. Nous on va faire un bowling, n'hésite pas, c'est avec plaisir. Votre ex a tout de suite la légitimité de se dire que je viens en tant que collègue. Peut-être qu'on vous dira non, mais que je viens en tant que collègue, que le risque est du coup limité et que tu vas pas me sauter dessus. Et ça du coup ça donne une nouvelle légitimité qu'on n'a pas nécessairement quand on bosse pas ensemble. Donc pour moi, je vois ça évidemment comme quelque chose de potentiellement difficile à gérer au quotidien, parce que je comprends bien qu'on peut se retrouver dans le même bureau et comme je vous le disais, il peut y avoir des conflits autour d'un dossier, toujours rester extrêmement professionnel. Un conflit n'empêche pas de traiter les choses avec le sourire, mais on a quand même cette possibilité de proximité qui, moi, me paraît extrêmement intéressante. Petit nota bene malgré tout, puis je pense que je finirai là-dessus, c'est le fait de se dire que ce n'est pas parce que vous allez vous comporter de la manière la plus linéaire qui soit, linéaire / positive, avec ce sourire, ce bonjour, ah bah tiens, t'as une tâche à finir, moi j'ai fini la mienne, vas-y je t'aide, enfin voilà, les trucs naturels que vous feriez avec n'importe qui, que votre ex sera nécessairement hyper réceptif ou réceptive. Faut pas oublier que en rupture amoureuse, il ou elle vient avec une charge en plus, celle d'être responsable de votre malheur, de la tristesse, etc., et de potentiellement avoir à l'assumer face aux gens qu'on a face à nous. Parce que c'est pas qu'on imagine que vous soyez allé dire aux gens, voilà, il m'a fait ça, il s'est passé ci, il a fait ci, etc., mais il y a cette espèce de problématique globale qui est sa propre culpabilité tout simplement. Quand on fait une connerie, quand on fait du mal à quelqu'un, on a un peu l'impression que tout le monde est au courant et que si les gens sont au courant, ils risquent de nous juger. Donc on va même analyser, je veux dire, quand on rentre dans le bureau le lendemain de la rupture, on va regarder les yeux de son collègue qui n'a absolument rien à voir dans l'histoire, qui était peut-être même pas au courant qu'on était ensemble, en se demandant s'il sait, qu'est-ce qu'il sait et qu'est-ce qu'il en pense. Mais on va pas aller lui parler. Donc il y a cette potentialité pour votre ex d'être relativement froid. Et ça, moi j'invite vraiment à ne pas le voir comme un espèce d'acte de méfiance, de défiance ou de barbarie. Vous voyez, on peut le prendre très très mal, mais l'idée c'est de se dire que la personne face à moi, elle n'est pas non plus adaptée à la situation. Elle n'a absolument aucune idée comment vous allez réagir sur le long terme, et si vous réagissez bien, on est peut-être en train de se dire que on tente quelque chose, c'est pour me manipuler, machin. Le temps que toutes ces idées soient remises en ordre et qu'on abandonne cette méfiance-là, on a besoin de linéarité, on a besoin de toujours proposer cette attitude
finalement la plus professionnelle qui existe, hein, très clairement, et on a besoin de se dire que la personne qui est face à nous, elle n'est pas en contrôle. Il n'y a pas de champion du monde de la rupture amoureuse. Il n'y a personne qui sait rompre. Hein. Ça me fait toujours penser, je crois que je l'avais cité, mais un jour quelqu'un qui m'avait dit, donc avait rompu, s'était remis avec quelqu'un d'autre, et puis la reconquête semblait plutôt avancée, donc on a dû rompre avec la next. Je déteste ce mot, mais bon voilà. Et on m'avait dit, mais t'inquiète, j'ai rompu proprement. Bah non, ça n'existe pas. On sait qu'on va faire du mal, on sait qu'il y a cette notion d'échec, on sait qu'il y a ce conflit latent, parce que quand on rompt, il y a toujours deux positionnements qui vont pas dans le même sens. Hein. Quand on me dit ah ouais non, on s'est séparés, on était tous les deux d'accord pour se séparer, il y en a toujours un des deux qui est plus d'accord que l'autre. On est peut-être venu à accepter les termes, la situation, mais il y a toujours d'autres solutions. C'est toujours celui qui entre guillemets rompt le premier. Alors c'est pas qu'il a gagné, hein, évidemment, on n'est pas à la maternelle, on n'est pas dans la cour d'école, mais il y a quand même cette idée qu'il y en a un des deux qui est vachement plus déterminé et qui rentre relativement rapidement dans cette idée de moi je veux voir ma vie ailleurs, hein, très clairement. Donc nous on est dans cette idée que la froideur de la personne que j'ai face à moi, j'allais dire elle est naturelle, oui et non, hein, parce qu'il y a des gens qui vont venir et qui eux par contre vont avoir le masque social, et ça aussi en fin de compte ça peut poser problème, parce que vous allez pouvoir vous dire attends, elle a rompu avant-hier, il y a 2 semaines, il y a 1 mois. Là au bureau, c'est grand sourire, elle vient à tous les repas, elle déconne avec moi, mais est-ce qu'elle serait pas un petit peu en train de se foutre de moi? Donc on sait que finalement, quelle que soit l'attitude de votre ex, vous aussi, vous allez quelque part avoir de la méfiance. Et je me dis que dans tout ça, c'est quand même plus agréable si ça se passe dans le sourire, et ne pas oublier que ça ne remet absolument pas en cause les fondements d'une reconquête amoureuse, j'ai envie de dire traditionnelle. Et ce que j'entends par là, c'est ce que je mentionnais un petit peu plus tôt, c'est cette idée d'utiliser le système crise, c'est cette idée de créer du mouvement, de proposer des rendez-vous à des moments qui n'auront absolument rien à voir avec le boulot. Pourquoi est-ce que je considérais que finalement la situation ne change pas notre attitude? Tout simplement parce qu'une reconquête, ça se passe sur le terrain, et qui est un terrain entre guillemets privé, qui est le terrain des loisirs, qui est le terrain, voilà, c'est dans les moments où on est en mouvement qu'on se rapproche des individus qu'on a face à nous. Dans notre boulot, on peut être en mouvement, mais c'est un mouvement qui la plupart du temps est contraint, même si on peut aimer son boulot, etc. On sait qu'on doit se lever le matin pour venir faire quelque chose. Il y a la notion d'obligation qu'il n'y a pas dans nos temps libres. Donc très clairement, puis je sais pas, il suffit de se demander comment vous vous êtes rapproché de votre ex. Hein. La plupart du temps, si on bossait déjà au même endroit, vous n'avez pas fait une déclaration dans la salle de cantine en vous mettant à genoux, en ouvrant une coquille Saint-Jacques et avec la bague dedans, quoi. Hein. Non, quoique les coquilles Saint-Jacques, c'est plus une moule, hein, la cantine. Mais vous voyez l'idée, hein. On n'était pas dans ce genre de choses, on est plutôt dans une prise d'information, à savoir si on peut se voir à l'extérieur, et c'est dans le monde extérieur qu'on a développé toute cette énergie amoureuse. Et il y a même peut-être des situations où les gens qui sont autour de vous, les collègues qui sont autour de vous, n'ont strictement aucune idée du fait que vous avez été ensemble. C'est bien la preuve que la notion de la nécessité à compartimenter est réelle, qu'on en a besoin, et ça on veut pas le changer, ou alors on veut y revenir. On veut toujours être dynamique, même si oui c'est difficile, fake it until you make it, dit-on outre-Atlantique. Donc on va vraiment s'y atteler à être dans quelque chose de normal, à être dans le positif. C'est pas parce qu'on a l'impression qu'on nous fait la gueule que nous il faut faire la même chose et qu'on va mettre de la distance, et on veut une distance qui soit raisonnable. On veut pas l'attraper dans le couloir pour lui dire écoute maintenant tu changes d'attitude, maintenant tu me parles, il faut qu'on discute, etc. Et on veut pas au contraire, dès qu'on le voit dans le couloir, rentrer vite dans le bureau en faisant semblant d'aller faire des photocopieuses. Nous sommes adultes, il faut l'assumer, c'est pas facile, et oui ça représente une vraie pression, mais en même temps c'est pas parce qu'il y a de la pression qu'il ne faut pas s'estimer capable de la gérer. Voilà, j'espère en tout cas que le débat est lancé, hein, que cela peut correspondre à peu près à la situation que vous vivez. Vous n'hésitez pas dans les commentaires à discuter tout cela. Vous n'hésitez pas non plus à soutenir la chaîne. On se rapproche tout doucement des 10 000 abonnés. J'avoue que c'est un symbole qui ferait plaisir, hein, pour justifier un petit peu tout le travail fourni. N'hésitez pas du coup à partager la vidéo. Ça nous permettra de monter chez Google et chez YouTube. Je pense très sincèrement et en toute modestie que ça pourrait en aider plus d'un. Voilà, comme promis, j'arrête de parler, je vous abandonne là, je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!